C'est un volcan qui grondait depuis pas mal de temps, puis l'éruption a eu lieu dans les urnes et une semaine de folie pour la vie politique française s'est ensuivie. C'est le cas donc avec cette semaine qui a suivi le 10 juin. La décision de dissoudre l'Assemblée nationale survient au pire moment et dans les pires circonstances, a déploré l'ancien président François Hollande hier soir sur TF1, en appelant à faire barrage à l'extrême droite aux législatives donc des 30 juin et 7 juillet. Campagne éclair, on l'a dit, c'est la plus rapide des campagnes électorales depuis les débuts de la Ve République. Les médias s'attendaient à pantoufler jusqu'au JO et les voilà donc électrisés par cette perspective électorale qui recèle tellement d'inconnus. En fait, c'est la première fois depuis fort longtemps que nous avons de vraies élections législatives qui ne soient pas une formalité, une confirmation mécanique de l'élection présidentielle et donc beaucoup d'inconnus et de questions qui se posent. On ne va pas tout écluser aujourd'hui, mais nos débatteurs sont là pour essayer de nous éclairer dans un esprit analytique, même si bien sûr ils vont s'opposer sur des thématiques profondes. Marie Darmagnac est avec nous ce matin, journaliste qui collabore au JDD à Valeurs Actuelles. Bonjour Marie. Bonjour Louis. Jean de Saint-Chéron est écrivain, chroniqueur à la Croix, il travaille à l'Institut catholique de Paris. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Et avec nous également Philippe Clanchet, journaliste, collaborateur à Réforme, à Témoignage chrétien. Bonjour Philippe. Bonjour Louis, bonjour à tous. Eh bien merci d'avoir accepté donc cette invitation pour vous. Quel est le sentiment principal que vous avez eu le soir de la dissolution quand vous avez entendu le président de la République nous dire que l'Assemblée nationale serait dissoute? Je commence avec vous Marie. On a eu l'impression d'une éruption de l'histoire avec fracas du retour de l'histoire en fait. Dans la vie politique française, effectivement, ce que vous disiez, c'est qu'il n'y avait pas grande surprise depuis qu'on a lié les élections législatives au quinquennat. Et donc, il y avait un certain immobilisme quand même qui s'était emparé de la vie politique française. Et là, à nouveau, effectivement, moi, ce que je trouve positif, honnêtement, c'est que ça vit, ça bouge, etc. Alors, pour l'instant, c'est tellement violent et brutal que ça bouge quand même dans tous les sens. Le président de la République a imposé quelque chose d'absolument inouï. C'est une contraction de la campagne. Et même en termes d'organisation, c'est quand même absolument délirant. On a des remontées de gens qui se présentent aux élections qui ont des problèmes avec les imprimeurs. Il n'y a plus de papier, en fait, disponible après les élections européennes. Il y a des problèmes d'organisation matérielle. Mais qu'importe, pour le président de la République, il fallait mener quand même une espèce de blitzkrieg. Alors c'est quand même assez risqué pour lui ou pas, parce que il peut avoir dans son esprit la volonté de griller entre guillemets le RN en le mettant en pouvoir pendant 2 ans, en sachant que effectivement on va analyser les conséquences, Marie. Et vous, dans quel état étiez-vous? Vous étiez sidéré? Vous étiez assez surprise et quand même je me suis rien n'est quand même jamais fait par hasard. C'est très compliqué. Il y a un côté psychologique qui est assez difficile à analyser. Soit c'est un espèce de coup de sang, en fait, comme on essaye de le faire croire, notamment avec la diffusion des photos officielles, qui est quand même assez, cette diffusion par l'Élysée des photos, on voit la surprise des ministres, est assez étonnante. Il faudrait quand même essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Mais c'est quand même un scénario, cette dissolution, qui avait été planifié et organisé. Alors, donc le plan est déjà... Voilà. C'est une des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il a agi comme ça ou bien est-ce que c'était très prémédité? Philippe Clanchet, vous, dimanche soir, dans quel état étiez-vous? Sidéré. Moi, je me souviens je regarde le président, d'abord je trouve étonnant. Alors attendez, votre micro apparemment est pas hyper bien réglé. Allez-y, voilà. Philippe. Oui, d'abord le coup de la Marseillaise, la déclaration un petit peu officielle, alors que normalement à cette heure-ci, les dimanches soirs, les présidents vont tenir des propos tout à fait plan pour féliciter ceux qui sont allés voter, pour déplorer l'abstention, des choses comme ça. Et puis je vois au fur et à mesure de son propos qu'il va se passer quelque chose. Et quand il commence à dire, à citer les articles de loi de la Constitution, je me dis, mais il va le faire. Et ça me paraissait totalement incroyable. En même temps, avec le président Macron, tout est possible, tout peut arriver. Alors effectivement, Marie l'a dit, peut-être qu'il l'avait préparé. En tous les cas, autour de lui, les gens n'étaient pas prévus. Moi, j'ai l'impression que il y a un côté macronien de l'homme qui a toujours tout réussi dans sa vie, qui comprend pas comment ça ne marche pas et qui fait un petit peu comme le gamin qui joue aux échecs et puis qui sent qu'il va perdre. Il va se faire mater et il donne un gros coup de poing sur l'échiquier et il fait tout partir en l'air. Et tant pis pour les conséquences. Voilà. Il y a quand même de ça, parce que quand on fait la liste des conséquences de cette décision-là, c'est absolument abyssal. On dit qu'il a fait ça pour perturber la gauche et pour perturber la droite, sans doute, mais même son propre parti dans la panade. Enfin, les candidats aujourd'hui ne savent pas s'ils doivent mettre une affiche avec la photo du président, du Premier ministre. Tout le monde est perturbé. Dans les mairies, c'est la panique pour organiser ça. Les électeurs n'avaient pas prévu de voter. Et puis, la grande victime de tout ça, c'est les idées. Quand on fait une campagne et qu'on décide le dimanche
et qu'il faut rendre tout, et qu'il faut que les décisions de candidature soient prises le dimanche suivant, ça veut dire que tant pis pour les idées. Il faut à marche forcée avancer, faire des équipes, se mettre d'accord ou pas. Et alors voilà. Bon, et aussi tant pis pour les électeurs qui ne sont pas inscrits. Ah bah oui, ça évidemment, les électeurs font partie avant... aussi des victimes de cette affaire-là. Il fallait s'inscrire sur les listes avant mardi dernier, donc évidemment c'est un petit peu court. Jean de Saint-Chéron. Écoutez, moi j'ai été très surpris, d'autant que je n'ai pas assisté à l'annonce présidentielle en live, puisque j'étais au cinéma dimanche soir. J'étais très tranquillement, je m'étais dit je vais passer à côté de cette soirée électorale qui n'aura aucun intérêt, les jeux sont de toute façon faits, pour le coup les sondages sont assez fiables pour une élection européenne. Donc je sors du cinéma et je vois sur des dizaines et dizaines de messages de copains qui arrivent sur mon téléphone, donc je me rends compte qu'il s'est passé sans doute quelque chose de surprenant, et j'ai été pour le coup là pris de court. J'avais évidemment pas du tout anticipé, envisagé la chose, même si évidemment c'est une possibilité qui avait été évoquée dans les semaines précédentes, mais en réalité on n'y croyait pas parce que ça ressemblait quand même beaucoup à un harakiri présidentiel. Et on a tous le souvenir de la dissolution de 97 en tête, et on se dit aucun autre président ne prendra le risque de revivre l'humiliation de Chirac. Et donc je me suis demandé ce qui avait pu traverser tout simplement l'esprit du président de la République. Donc j'ai échafaudé des théories proches de celles que vous venez d'évoquer. Je pense qu'il y a eu aussi quelque chose qui ressemble bien à Emmanuel Macron, qui est un peu, alors qu'il est encore tout jeune, qui ressemble un peu à son paternalisme. C'est-à-dire qu'il est persuadé, Emmanuel Macron, d'être quand même le dernier sage, vraiment raisonnable, capable de prendre des décisions rationnelles, fondées en particulier du point de vue de l'analyse économique dont il se réclame beaucoup. On lui a souvent reproché son ton docte face aux journalistes quand il veut expliquer telle réforme, les retraites par exemple, expliquer que les Français n'ont pas compris l'urgence, le caractère tout simplement inévitable de telle chose, et qu'il est bien triste de devoir redonner des cours d'économie en permanence à ses propres adversaires. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas ça. Il disait aux Français, vous avez fait n'importe quoi au cours de ce scrutin européen, oui. Vous vous êtes amusés, maintenant on va revenir aux choses sérieuses, et vous allez me dire, les yeux dans les yeux, qui vous pensez être capable de gouverner notre pays. Alors voilà le sens qu'on peut donner, le sens subliminal ou le sens même explicite de cette dissolution. C'est à votre avis le sens que vous lui donnez aussi, Marie ? Oui, il y a un côté, alors moi j'appellerais pas ça du paternalisme, mais plutôt de l'arrogance quand même, et un certain mépris. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Effectivement, on peut analyser ça comme ça, de dire avec un certain surplomb, bon écoutez, maintenant ça, on va siffler la fin de la récré, c'est le retour des grandes personnes, et des personnes sérieuses. Sur le plan économique, je m'hasarderais à la place de l'équipe, et notamment de Bruno Le Maire, je m'hasarderais quand même pas trop à donner des leçons, parce que en fait, dans tout ça... Bruno Le Maire expliquait quand même la semaine avant l'élection qu'il avait sauvé le pays, c'est ça. Reprises. C'est les termes employés. Il y a on va pas reparler de la dette, tout le monde connaît les chiffres, mais et en dehors de tout ça, redescendons dans la vie quotidienne des Français, qui sont les électeurs en fait. Personne n'en parle. Depuis une semaine, il y a des histoires d'appareils, des logiques, etc. Ma famille politique et tout, mais les Français qui en parlent? Donc bon, je crois que là-dessus, il y a un côté très, il y a un côté quand même très, là-dessus je vous rejoins, qui est extrêmement déconnecté et hors sol. Et en fait, ça se voit de plus en plus, c'est de plus en plus criant. Mais là, Marie, est-ce que ça n'aurait pas, et je vous pose la question à tous les trois, est-ce que ça n'aurait pas été plus hors sol de dire ça n'est juste qu'une élection européenne et finalement passons, il ne s'est rien produit. C'était les éléments de langage présidentiel. Voilà, et donc il n'y a aucune raison de dissoudre. Alors que le retour au peuple, c'est une façon de retourner à l'électeur. C'est comme ce qu'il a dit fin mai, avec un petit sourire en coin, interpellé comme ça à la volée dans un déplacement de campagne. Il a dit moi dissoudre, mais enfin franchement. Donc quand il dit qu'il ne va pas démissionner après les élections législatives, c'est pas sûr. Qui pour le croire? Qui suis-je pour le croire, franchement? Mais voilà. Il disait à scrutin européen, conséquences européennes. Voilà. Ça aurait très bien pu être le discours dimanche soir. Ça devait être ça. Et ça n'a pas été ça. C'est ce qu'on essaie de comprendre en entrant dans la tête d'Emmanuel Macron, Philippe Clanchet. Je pense que dans la tête du président, il y a énormément, dans la tête du président énormément de mépris.
Alors pour les gens de la rue, ça on avait compris depuis très longtemps. Là, j'ai l'impression qu'il méprise même les gens qui sont autour de lui. C'est quand même pas normal la réaction de son Premier ministre, dont on dit que c'est son fils spirituel, que c'est la chance de la France et tout ce qu'on veut, qui est complètement perplexe, qui comprend pas ce qu'il fait là, qui propose sa démission, on lui dit non. Quand on voit la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, dont on disait que c'était l'avenir là aussi de la Macronie, qui comprend pas. Je pense qu'elle a commencé à comprendre dimanche soir que le président Macron avait un mépris suprême pour l'Assemblée nationale et pour les députés. Parce que dans cette affaire-là, il y a quand même plusieurs milliers de conseillers parlementaires qui sont licenciés du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a songé une fois en prenant cette décision? La question, ça peut se poser la question. Donc je pense que c'est ça. Il a beaucoup de... Son intelligence, qui est supérieure à la moyenne et supérieure à une classe politique qui globalement est très faible, ça on le sait depuis très longtemps, lui permet aujourd'hui de décider tout seul, de tout lancer tout seul. Et la Constitution, c'est une de ses faiblesses, donne des pouvoirs exorbitants à un homme seul. Ça, on le sait depuis le début. Elle a été conçue par quelqu'un qui, lui aussi, pensait un pouvoir un petit peu solitaire dans les années 50. Et voilà, on en a le résultat aujourd'hui. Maintenant, il faut N'est-ce pas un moyen, Philippe, de garder la main sur le destin de la France en disant, finalement, c'est moi qui prends la décision et j'ai toujours un coup d'avance parce que je maîtrise l'événement dans la mesure où je le provoque moi-même. Ça ne marche pas. Le peuple aujourd'hui réagit en votant de façon différente. Il considère que le peuple vote mal, mais c'est le peuple. Enfin, c'est une façon de concevoir le peuple et la démocratie qui est quand même très bizarre. Enfin, l'histoire dira si c'était un coup de génie ou si c'était du sabordage, comme on a dit. Mais ça pose énormément de questions. Et je crois que la conception de la démocratie qu'on a en France, c'est peut-être un petit peu romantique et un petit peu ringard, mais de penser à la notion d'idées, de convictions. Elles sont où, les idées et les convictions, dans la semaine que nous vivons aujourd'hui? Il a honoré la demande de Jordan Bardella, qui demandait une dissolution, Jean de Saint-Chéron. Oui, d'une certaine manière, effectivement. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de voir que le Rassemblement national a été lui-même extraordinairement surpris par le geste présidentiel, et ils avaient l'air, Marine Le Pen dans son discours dimanche soir avait l'air assez mal à l'aise. On voyait bien qu'elle ne mesurait pas encore ce qui lui tombait sur la tête et comment elle allait devoir essayer de faire campagne en 3 semaines pour dans la perspective de remporter les législatives. Donc à la fois effectivement il a répondu à la demande de certains de ses opposants, en particulier le Rassemblement national, mais le Rassemblement national lui-même n'a pas eu l'air de trouver que c'était la meilleure des nouvelles finalement dimanche soir, et on voit bien que ce qui est en train de se produire ces derniers jours montre que finalement le champ de bataille sur lequel se trouvent les potentiels candidats, puisqu'on aura la liste des candidats que dimanche soir, donc là on parle un peu dans le brouillard. Malgré tout, on ne sait pas exactement quelle sera la nature des alliances. On en reparlera sans doute tout à l'heure, Louis. Mais le Rassemblement national lui-même, je pense, n'est pas dans une position si facile. Mais ceci dit, lui, il a un avantage sur les autres, c'est qu'il était prêt. Ils avaient un dispositif qui était prêt. Et en termes de candidats et de programmes, ils en ont jamais eu. Donc, ils en auront pas plus 4 jours après la dissolution. Mais en termes de logistique, ils étaient prêts alors que les autres ne le sont pas. Et là, ils ont un petit coup d'avance. Ça, c'est une différence entre un parti de masse organisé avec des structures militantes et un parti de notables. On voit que les LR, on va en parler, on va essayer de prendre peut-être formation par formation, parce que il y a eu 2 coups de théâtre quand même cette semaine. Je ne sais pas si vous voulez y venir dès à présent. C'est évidemment Éric Ciotti et puis Marion Maréchal. Alors, essayez de donner peut-être votre interprétation, Marie, à moins que vous vouliez aller sur un autre terrain. Je vais juste reprendre sur la temporalité, en fait, qui est extrêmement importante. Je pense qu'il y avait un plan dissolution qui était prêt depuis les dernières élections législatives, en fait, depuis 2022, parce que voilà, on sentait bien que avec une majorité quand même relative pour les macronistes, c'était assez risqué. En revanche, je pense que tout le monde s'attendait beaucoup plus à une dissolution à l'automne. Et là, la temporalité, c'est le seul avantage, je pense, de la Macronie, c'est que c'est eux qui ont imposé la temporalité avec des temps extrêmement restreints à la fin d'une campagne quand même assez harassante. Et donc ça, je pense que c'est là-dessus que c'est l'avantage de la Macronie pour le moment. C'est lui qui décide de comment malmener les gens qu'il a en face de lui.
Et ça, c'est quand même important. Après, les gens vont s'adapter parce que tout le monde là, on arrive à une espèce d'affrontement eschatologique. Hein. C'est complètement incroyable. Pourquoi eschatologique? Vous employez un terme religieux. Non, vous n'êtes pas d'accord? Allez-y, Marie. Expliquez. C'est pas quand même pas la fin des Expliquez, et temps. puis on verra comment les choses s'organisent. Mais parce qu'en fait, Allez-y. on assiste quand même en accéléré une espèce de recomposition. Alors ça part dans tous les sens parce que je vous dis que le facteur temps est quand même très important pour voir comment les gens... Là, c'était quand même un feuilleton, c'était minute après minute. On quittait son ordinateur 5 minutes, il s'était passé 3-4 renversements. Les gens avec la clé de la porte étaient revenus par la fenêtre. Enfin, c'était quand même assez impressionnant. Ce facteur temps est très important pour comprendre pourquoi ça va aussi vite et c'est aussi violent, en dehors du caractère français très idéologue et qui a du mal à s'accommoder aussi vite avec le pragmatisme et la réalité. On pourra en reparler en comparant avec l'Italie. Je pense que c'est là on assiste à une grande clarification entre un bloc de droite et un bloc de gauche. Et l'extrême centre qui était la trouvaille et la révolution macronienne en 2017, avec l'éruption du centre et un petit peu la fin de la politique, au profit d'une gouvernance, en fait, ça risque d'être balayé. Donc c'est quand même, sur le plan politique pur et de l'observation de la tectonique des plaques, si je puis dire, c'est assez intéressant. Mais on n'est qu'au début. On ne sait pas encore ce qui va se passer. On a encore 15 jours. Clarification et finalement recomposition du clivage gauche-droite avec deux blocs qui s'affrontent. C'est votre avis, Philippe Plancher? Il semblerait oui, même si encore une fois c'est difficile, si ça se trouve dans 15 jours, tout ce qu'on a dit là est complètement obsolète. On n'aura rien compris, mais c'est un petit peu... Alors je pense qu'il y a une clarification à droite. Enfin, les Républicains de toute façon n'avaient plus d'espace, au niveau électoral c'est clair, même intellectuellement ils étaient très divisés. Alors ce qu'il y a de nouveau dans l'histoire de la vie politique, c'est qu'avant, quand on n'était pas d'accord, on sortait de son parti et on créait une nouvelle offre. Par exemple, des Républicains auraient pu dire je sors du parti et je crée un parti de droite compatible avec le Rassemblement national, ça s'appelle l'Union des droites. Monsieur Zemmour court là-dessus depuis des années, voilà. Et puis avec Vincent Bolloré derrière, tout ça c'était très bien. Sauf que Ciotti n'a pas fait ça. Au lieu de changer de parti, il a changé son parti de l'intérieur tout seul. Ça, c'est complètement... Il a tenté un coup de poker extraordinaire. A priori, ça marche pas. Enfin, voilà, qu'il y ait des gens à l'intérieur de ce parti qui pensent que l'avenir, il n'est pas du côté de Macron, il n'est plus du côté de... On reste entre nous parce que ça ne marche pas. Il n'est pas du côté de Macron parce que tous les gens de droite qui devaient partir chez Macron, c'est fait. Ça fait 10 ans qu'on les voit partir. Bon. Mais alors, dans ce cas-là, il faut créer une offre. Et là, la façon dont on veut essayer de changer le parti, ça passe pas. Donc, le coup d'État de Ciotti... Effectivement, il aurait pu créer autre chose. Oui, sauf qu'en 4 jours, mais c'est ça. Encore une fois, on peut pas. En 6 mois, on peut créer un nouveau parti. Macron, qui était censé être vaguement dans la galaxie de gauche à une certaine époque, il a créé son offre, il a créé son parti. C'est comme ça que ça fonctionne en politique, normalement. Donc là, le fait qu'ils aient tous la pression, ça oblige à se positionner très vite. Ouais, d'ailleurs, vous parliez des idées il y a un instant, Philippe. J'ai lu quand même avec grand intérêt dans Nice Matin, parce qu'il faut lire la PQR, avant-hier, qu'Éric Ciotti, apparemment, dimanche soir, aurait tenté un rapprochement du côté de la majorité présidentielle. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est allé voir Renaissance pour vérifier qu'il avait aucune chance du fait de son positionnement droite dure. Et puis le lendemain matin, il serait allé chez Vincent Bolloré himself. Ça, c'est le Monde qui a révélé ça hier dans un papier délicieux. Discuter de l'union des droites avec le patron breton en personne. Ce qui aurait abouti à son annonce fracassante, avec sans doute l'espoir qu'il serait suivi par au moins quelques cadors du parti. Ça n'a pas été le cas. Donc là, pour le coup, le coup de poker s'est révélé un échec retentissant et humiliant, dont il a essayé de faire croire qu'il ne s'apercevait pas, en se mettant en scène dans des vidéos grotesques diffusées sur les réseaux sociaux, ou en faisant des signes de la main, comme un pater familias au bureau, à la fenêtre de son bureau au siège des Républicains, alors qu'on lui a retiré sa carte, sa voiture, son chauffeur. Enfin bref, c'est l'humiliation totale et qu'on est allé le déloger quasiment manu militari. Donc il y a cet échec incroyable, mais dont on voit bien qu'il reposait bien davantage, de toute façon, sur de la pure stratégie électorale et un opportunisme absolu
plutôt que sur des idées ou sur une ligne idéologique. Donc, de toute façon, alors, ce qui est vrai, c'est qu'on est dans un tel blitzkrieg, oui. C'est sûr, mais on en a un tel blitzkrieg. Oui, on va voir ce que dit Raphaël Glucksmann à 8h20, moi, ce matin. J'ai hâte de voir s'il s'aligne sur la fameuse union, sur le nouveau Front populaire, ou pas, parce qu'il y a eu quand même des débats, on y reviendra peut-être tout à l'heure, oui, mais des débats houleux avant-hier, où il a demandé quand même à LFI, avant toute chose, de commencer à faire une petite formation sur l'antisémitisme. Donc voilà, tout ne va pas de manière aussi évidente dans tous les partis et chez tous les candidats, et on peut encore espérer que certains soient plus sincères que d'autres. Même si, je suis peut-être très très idéaliste, mais ça c'est dû à mon très jeune âge, bien évidemment. Mais pour en revenir à Éric Ciotti, voilà, je pense que il n'avait pas imaginé cette débâcle, mais il n'a pas d'argument de fond finalement. C'est que son positionnement a été de stratégie pure, disant on va aller battre la gauche, et puis finalement vous êtes comme moi, vous aimez pas la Macronie, donc mieux vaut le RN que la Macronie, mais personne n'y a cru. Et puis, c'est quand même malgré tout pas l'ADN de son parti, on l'a bien vu. Marie d'Armagnac, là-dessus, sur Éric Ciotti. Alors, moi, je ne serais pas tout à fait... Moi, je pense que, évidemment, il faut quand même... et là, les Français, quand même... et donc, les électeurs, parce qu'il faut quand même en revenir à ce que c'est que l'exercice du vote, découvrent ou redécouvrent ou avaient un peu oublié que le cynisme politique est la chose la mieux partagée entre toutes ces formations politiques. Bon, ça, c'est une chose, mais je pense que lui, il a eu... Ciotti a dû avoir l'intuition quand même, et notamment par le jeune Guillaume Carayon, qui est le patron des militants, en fait. Quand même, les jeunes républicains, oui. C'est eux qui collent et qui tractent. Donc, c'est eux le terrain, en fait, aussi. Et il a bien vu qu'il y avait une fracturation entre quand même les ténors des républicains, ce qu'on appelle les chapeaux à plumes, qui sont extrêmement divisés entre eux, parce que vous avez Agnès Evrin qui dit qu'elle votera un macroniste, des autres qui vont s'abstenir, les autres qui préfèrent voter la gauche parce que jamais le RN, François-Xavier Bellamy qui quand même se souvient d'où il vient, et qui dit la droite, après on peut en revenir à Bellamy, mais... Et qui dit bien sûr je voterai RN contre la gauche. Pour la droite contre la gauche et contre la perspective d'un... Mais il n'a pas dit pour la droite, il dit pour le RN. C'est quand même important dans la bouche de François-Xavier Bellamy. Voilà, c'était... Il y a aussi certains de ses électeurs, la semaine d'avant aux Européennes, qui se sentent trahis. Il faut quand même voir aussi que les militants et la base du DLR, ceux qu'il en reste, parce qu'il y a quand même une énorme partie qui est partie chez Reconquête ou au Rassemblement National, parce que la mue vers la Macronie s'est quand même opérée dès 2017. Et c'était assez étrange quand même, quoi qu'on en pense, de voir Valérie Pécresse qui a fait un aller-retour, Catherine Vautrin qui est ministre du gouvernement, Rachida Dati, même chose, Xavier Bertrand qui est parti, revenu, parti, on ne sait plus où il en est, invoquer les mannes de l'histoire d'une façon quand même, enfin, laissons les gens là où ils sont 70 ans après, ça suffit. Ça ne parle pas aux Français, ça ne parle pas aux électeurs. Voilà. Invoquer les mannes de l'histoire et la trahison, alors qu'ils ont été assez fluctuants quand même. Donc, exactement. Bon. Alors, exactement, c'est un constat, c'est factuel. Et donc, ce que voulait dire Marie, avant de se quitter et de se retrouver juste après 8h, c'est qu'Éric Ciotti avait parié sur les militants et effectivement sur le caractère plutôt homogène de la population LR et sa proximité par rapport à l'électorat RN. C'est là-dessus qu'il avait parié. On continue nos réflexions juste après les infos.